Que la paix soit sur vous. Prenez un moment pour vous installer confortablement avant de commencer. Il était une fois, pas très loin d'ici dans le temps, mais très loin d'ici dans le cœur, un voyageur. Ce voyageur n'avait pas de nom dans les livres, alors nous l'appellerons simplement le chercheur. Le chercheur était habité par un sentiment étrange, une soif qui ne pouvait être étanchée par l'eau la plus pure. Il avait tout pour lui, un toit, du pain, des mains amies. Mais en son fort intérieur, une question brûlait, silencieuse et constante. Où est ma place? Où est ma vraie maison? Un soir, cette question devint si lourde qu'il décida de partir. Il mit dans un simple sac un peu de pain, une gourde d'eau, et plia soigneusement une vieille carte que lui avait donnée un sage, une carte qui montrait le chemin vers la vallée de la quiétude. Il quitta sa ville au petit matin, le cœur à la fois lourd d'adieu et léger d'espoir. Les premiers jours furent simples. Le chemin était clair, bordé d'arbres et de ruisseaux. Le chercheur marchait d'un bon pas, suivant sa carte. La nuit, il dormait sous les étoiles, et leur immensité silencieuse lui répondait un peu à sa question. Mais un matin, alors qu'il traversait une lande pierreuse, un vent puissant et chaud se leva. Un vent si fort qu'il arracha la carte des mains du chercheur. Il la regarda, impuissant, tournoyer dans le ciel avant de disparaître derrière une colline, emporté pour toujours. C'est à ce moment précis que notre histoire commence vraiment. Car le chercheur était maintenant perdu. Vraiment perdu. Plus de cartes. Plus de chemins tracés. Autour de lui, s'étendaient seulement des collines basses et identiques, sous un soleil qui semblait indifférent. La première nuit sans carte fut terrible. Chaque ombre était une menace. Chaque bruit, un danger. Il serrait son sac contre lui, les yeux grands ouverts, écoutant les battements affolés de son propre cœur. Comment vais-je faire? Je suis perdu. J'ai tout perdu. Cette phrase tournait en boucle dans sa tête, tel un chant de désespoir. L'épuisement finit par le terrasser. Et dans son sommeil agité, il fit un rêve. Il rêva qu'il était de nouveau un tout jeune enfant, et qu'il jouait à cache-cache avec son grand-père dans un jardin luxuriant. Il se croyait très bien caché derrière un grand rosier. Au bout d'un long moment, n'entendant plus rien, une petite peur lui serra le cœur. Et s'il m'avait oublié? Et s'il était parti? Juste à ce moment, une voix douce et familière résonna, non pas criante, mais confidentielle, comme si elle était à la fois partout et nulle part. « Je sais que tu es là. Je te vois. Je t'attends. » Et ce n'était pas une voix qui cherchait à le débusquer pour gagner le jeu. C'était une voix qui le rassurait de sa présence, pour qu'il puisse rester caché en toute sécurité, sachant qu'il n'était pas abandonné. Le chercheur se réveilla au petit matin, les joues mouillées de larmes qu'il ne savait pas avoir versées. La peur de la nuit avait disparu. Une étrange sensation l'habitait. La sensation que, même perdu, il était attendu. Il se leva, but une gorgée d'eau, et regarda l'horizon. Il n'avait plus de direction. Alors, il fit la seule chose qui lui restait à faire. Il se mit à marcher, non plus vers quelque chose, mais simplement pour marcher. Pour être fidèle à son mouvement intérieur. La voix redevient plus douce, narrative. La musique reprend, très discrète. Sans carte, ses sens s'aiguisèrent. Il apprit à lire le soleil, à écouter le chant des oiseaux pour deviner où se trouvait l'eau, à sentir la texture du vent. Il ne cherchait plus la vallée de la quiétude sur un parchemin. Il la cherchait dans la texture d'une pierre chaude, dans le parfum d'une herbe rare après la pluie. Les journées passaient, rythmées par la marche, la soif, la fatigue, et de petits émerveillements, la découverte d'une source, l'ombre généreuse d'un vieil arbre, la rencontre furtive d'un lièvre curieux. Un soir, épuisé, il s'effondra au sommet d'une dune pour regarder le coucher du soleil. Les couleurs étaient si vastes, si profondes, qu'elles semblèrent absorber toute son inquiétude. Pour la première fois depuis son départ, il n'eut pas besoin de se poser de questions. La beauté lui suffisait. C'est alors qu'il la vit. Une lumière. Une simple, minuscule lumière, très loin dans la plaine qui s'assombrissait. Ce n'était pas une étoile. C'était trop bas, trop jaune. C'était le feu d'un campement, ou d'une maison. Son cœur ne bondit pas de joie. Il se contenta de battre, paisiblement. Tiens, pensa-t-il. Une lumière. Il n'avait plus la force d'aller vers elle ce soir-là. Alors, il s'allongea sur le sable encore tiède, et fixa cette petite lueur dans l'immense nuit. Elle clignotait doucement, comme un clin d'œil. Et en la regardant, une certitude absolue, douce et ferme, grandit en lui. Le but du voyage n'était pas d'arriver. Le but du voyage était de comprendre que l'on n'est jamais perdu pour la lumière qui vous attend.
Il ferma les yeux, un léger sourire aux lèvres. Sa dernière pensée consciente fut que demain, peut-être, il irait vers cette lumière. Ou peut-être pas. Peu importait. Il était en paix. L'immensité n'était plus un piège, mais une couverture. L'inconnu n'était plus une menace, mais une promesse. Et dans cette paix profonde, le sommeil vint le chercher. Il ne lutta pas. Il s'abandonna, comme on se laisse porter par un courant très lent et très sûr. Son corps se détendit, pierre parmi les pierres. Son souffle ralentit, vent parmi les vents. Son cœur battit au rythme de la terre endormie. Il était perdu pour le monde. Mais il avait enfin trouvé son repos. Le lendemain, à l'aube, le chercheur se réveilla avec la lumière encore plantée dans son esprit. Son corps était raide, mais son cœur était léger. Il se leva, et sans vraiment décider, ses pieds se mirent en mouvement, descendant la dune vers la plaine où la lueur avait brillé. La marche était longue. Le soleil monta, implacable. La gourde du chercheur était presque vide. La soif, cette compagne fidèle des voyages dans le désert, se fit plus pressante. Ce n'était plus une sensation, mais une présence qui marchait à ses côtés, lui soufflant à l'oreille de rebrousser chemin, de chercher ailleurs. C'est alors qu'il le vit. Un ancien puits de pierre, à moitié ensablé, surmonté d'une vieille poulie de bois grinçante. Un élan d'espoir le traversa. Il se précipita, pencha son regard au-dessus du mur de pierre chaude. L'obscurité. Un silence humide et profond. Pas le moindre reflet d'eau. Le découragement l'envahit, violent comme un coup de poing. Il s'effondra à genoux contre la pierre. La soif et la fatigue semblaient triompher. Même quand je trouve un puits, il est sec, murmura-t-il. C'était la vérité de son voyage, chaque espoir se révélait un mirage. Il resta là, longtemps, le front contre la pierre. Un bruit le fit sursauter. Un léger grattement, puis le son d'un tissu qui frotte. Il leva les yeux. Un vieil homme était assis de l'autre côté du puits, adossé à la pierre. Il n'était pas là un instant avant. Il paraissait aussi ancien que le désert lui-même, son visage buriné pareil à l'écorce d'un olivier millénaire. Il ne regardait pas le chercheur. Il regardait l'horizon, et ses mains, couvertes de poussière, reposaient paisiblement sur ses genoux. « Le puits est sec, dit le chercheur, la voix rauque. Le vieil homme tourna lentement la tête. Ses yeux étaient d'un gris clair, aussi limpide que le ciel en altitude. Il ne sourit pas. Il hocha très légèrement la tête. Il a toujours été sec, dit le vieil homme d'une voix douce, rugueuse comme du papier de soie. Le chercheur le dévisagea, interdit. Pourquoi l'a-t-on construit, alors? Pour l'ombre, répondit le vieillard simplement. Et il indiqua du menton le cercle d'ombre fraîche que le mur de pierre projetait sur le sable. Le chercheur regarda cette ombre, comme s'il la voyait pour la première fois. Elle était dense, bleutée, invitante. Une bénédiction dans la fournaise. Il avait été si obnubilé par sa soif qu'il n'avait pas vu le don qui était offert, le repos. Sans un mot, il se traîna dans ce cercle d'ombre et s'allongea. La fraîcheur de la pierre traversa ses vêtements. Un soulagement immense, physique, le submergea. Il ferma les yeux. « Tu cherches la vallée de la quiétude » dit la voix du vieil homme, non comme une question, mais comme un constat. « Oui. Je l'ai perdu. »« On ne perd que ce que l'on croit tenir » murmura le gardien. Un silence passa. La vallée n'est pas un lieu où l'on va. C'est un lieu d'où l'on regarde. Le chercheur ouvrit les yeux, perplexe. Le vieil homme avait fermé les siens, son visage baigné de la même paix que l'ombre autour d'eux. « Comment regarder d'un lieu où l'on n'est pas » demanda le chercheur. Pour toute réponse, le vieil homme posa une main à plat sur le sable, entre eux. « Où est ta main » demanda-t-il. « Ici, sur le sable. »« Et où est la soif » Le chercheur hésita. « En moi. »« Et où es toi » La question resta suspendue dans l'air chaud. Le chercheur sentit ses certitudes vaciller. Était-il dans sa tête qui pensait? Dans son corps fatigué? Dans le nom qu'on lui donnait? Le vieillard reprit, sa voix se confondant presque avec le bruissement du sable. Tu as passé ta vie à chercher un lieu pour poser ta soif. Mais la quiétude ne vient pas en trouvant de l'eau. Elle vient en comprenant que tu es plus vaste que la soif. Que tu peux l'accueillir et regarder à partir de cet espace vaste, tranquille. C'est cela, la vallée. Sur ces mots, le gardien se tut. Et dans ce silence partagé, à l'ombre d'un puits sans eau, le chercheur fit l'expérience étrange que sa soif, bien que présente, ne le définissait plus. Elle était comme un objet posé à côté de lui dans l'ombre. Il pouvait la voir, mais il n'était pas elle. Un profond sentiment de repos, plus profond que tout sommeil, l'envahit.
Il ne dormit pas. Il veilla, calmement, depuis ce lieu intérieur vaste et paisible que le vieil homme appelait la vallée. Quand il rouvrit les yeux, plusieurs heures plus tard, le soleil avait tourné. L'ombre s'était déplacée. Le vieil homme avait disparu. À sa place, posée sur la pierre, se trouvait une petite gourde en peau, pleine d'une eau fraîche et douce. Le chercheur but, avec gratitude. Il ne se demanda pas d'où elle venait. Il comprit que c'était un don, non pour la soif du corps, mais pour le voyage qui continuait. La vraie nourriture avait été l'ombre et les paroles. Il se leva, reprit son sac, et jeta un dernier regard au puits sec. Ce n'était plus un symbole d'échec. C'était un sanctuaire. Le premier vrai port dans son voyage. Il se remit en marche. Mais quelque chose avait changé. Il ne marchait plus pour fuir sa soif. Il marchait avec elle, dans la vaste paix de celui qui a trouvé un point de vue. Et devant lui, la plaine s'étendait, infinie, accueillante. Le chercheur quitta l'ombre bénie du puits, et avec elle, il quitta aussi quelque chose en lui-même, la hâte. Ses pas, auparavant dirigés par l'urgence de trouver, prirent maintenant le rythme large et patient du désert lui-même. Il ne mesurait plus sa progression à la distance parcourue, mais à la qualité du silence en lui. La plaine qu'il traversait n'était plus un obstacle à franchir. Elle devenait un état d'être à habiter. Il remarqua des choses qu'il n'avait jamais vues, la façon dont la lumière du soir dorait l'arête de chaque petite pierre, les motifs complexes tracés par le vent sur le sable, semblables à une écriture secrète et éphémère. Il marcha ainsi pendant ce qui pouvait être des heures, ou des jours. Le temps avait perdu son pouvoir. Il n'était plus une ligne, mais un cercle parfait où chaque instant était à la fois un commencement et un achèvement. Puis, un soir où le ciel se teintait de pourpre et d'indigo, ses pieds guidèrent son corps fatigué vers le lit asséché d'un ancien Noued. Les parois de l'Oued, sculptées par des millénaires de crues rares mais violentes, formaient un canyon miniature aux courbes douces. C'était un lieu qui parlait de la patience de l'eau et de la résignation de la pierre. Et c'est là, au cœur de ce silence minéral, qu'il l'entendit. D'abord, ce ne fut qu'une sensation. Une vibration à peine perceptible dans l'air, plus fine qu'un fil de soie. Il s'arrêta, retenant son souffle. Il crut l'avoir imaginée. Puis elle revint. Un son. Unique, pur, cristallin. La note parfaite d'une cloche d'eau frappant la pierre. Ding! Il se figea. Le son ne venait de nulle part et de partout à la fois. Il semblait résonner dans les parois du canyon, dans ses os, dans la chambre vide de son crâne. Ding! Il y avait un intervalle long, paisible, entre chaque note. Un intervalle si plein de présence que le son lui-même semblait n'être qu'une façon de ponctuer le silence, de lui donner une forme audible. Le chercheur, poussé par une curiosité qui n'avait rien de mental, se laissa guider par cette mélodie d'un seul ton. Il descendit plus profondément dans l'oued, ses mains effleurant la pierre lisse et chaude. Et il le découvrit. Le ruisseau. Il n'était pas large. À peine plus qu'un filet d'argent vivant qui serpentait sur un lit de galets parfaitement poli. Il ne coulait pas avec force, mais avec une détermination douce et infinie. Et à un endroit précis, là où l'eau tombait de quelques centimètres sur une pierre plate et concave, elle produisait ce son. Ding! Puis, après un voyage de quelques bras, une autre petite chute sur une autre pierre, légèrement différente, produisait le même son, mais avec une nuance infinitésimale. Ding! Ce n'était pas une mélodie. C'était la répétition d'une perfection. Le chercheur s'assit au bord de l'eau, incapable de détourner son attention. Il écouta. Vraiment écouta. Au début, il n'entendit que le ding. Distinct. Puis, son attention s'affinant, il perçut le bourdonnement de fond, le chuchotement continu de l'eau qui glisse sur les cailloux. Et enfin, en écoutant encore plus finement, dans l'intervalle entre deux dings, il perçut l'impensable, un monde sonore entier. Le frottement infinitésimal d'un grain de sable roulé par le courant. Le soupir d'une microbulle d'air libérée de la mousse. Le craquement de dilatation de la pierre refroidissant à la nuit. Le battement de son propre cœur, qui avait ralenti pour se caler sur le rythme aquatique. Le ruisseau ne chantait pas une note. Il révélait l'univers entier contenu dans une seule note. Une compréhension inondait le chercheur, non comme une pensée, mais comme une évidence physique. Il avait passé sa vie à écouter les mélodies complexes du monde, les conversations, les musiques, les bruits de la ville en cherchant un sens dans leur enchevêtrement. Mais ici, dans ce désert, un ruisseau lui enseignait que la paix n'est pas dans la complexité décodée, mais dans la simplicité absolue perçue dans toute sa profondeur. Ding! Ce son était la vallée.
Ce n'était pas un lieu géographique. C'était la qualité de l'attention. Une attention si fine, si dépouillée de tout désir d'interprétation, qu'elle pouvait percevoir l'infini dans l'instant. Il resta là, des heures peut-être, dans un état d'écoute si total qu'il devint l'écoute elle-même. Il n'était plus un homme écoutant un ruisseau. Il était le point de rencontre où le son, le silence, l'eau et la conscience ne faisaient plus qu'un. Quand la lune se leva, drapant le canyon d'une lumière bleutée, le son du ruisseau sembla s'intérioriser. Il ne venait plus de l'extérieur, mais résonnait au centre même de son être, comme le pouls de l'univers. C'est à ce moment-là qu'il sut qu'il était temps de repartir. Non par impatience, mais par obéissance à un mouvement intérieur doux et irrésistible. Il se leva, s'inclina devant le ruisseau comme devant un maître, et remonta la pente de l'oued. Ici, laissez une longue pause dans la narration, de 90 secondes à 2 minutes. Dans l'audio final, cet espace sera comblé par le son répétitif et apaisant du ruisseau, permettant à l'auditeur de s'immerger dans l'expérience d'écoute. La voix reprend ensuite, encore plus lente. En émergeant du canyon, le paysage avait changé. Ou peut-être était-ce sa vision qui s'était transformée. Devant lui, la plaine s'achevait en une légère élévation, une crête douce. Et dressé contre le ciel constellé, il vit une forme qui arrêta son souffle. Un arc de pierre. 2 piliers naturels, érodés par les vents, surmontés d'un linteau de roche. Ce n'était pas l'œuvre des hommes. C'était l'œuvre du temps, une architecture accidentelle et parfaite. Elle ne menait nulle part. De l'autre côté de l'arc, on voyait simplement la continuation du désert, baigné de lumière lunaire. Pourtant, en la regardant, le chercheur comprit que c'était une porte. La plus réelle des portes. Une porte qui ne séparait pas 2 lieux, mais 2 états d'être. D'un côté de l'arc, il était le chercheur, celui qui marchait, qui écoutait, qui apprenait. De l'autre côté, il pressentait que serait l'état de celui qui a trouvé. Il s'approcha avec une lenteur cérémonielle. La nuit était d'un silence absolu, comme si la création entière retenait son souffle. Il s'arrêta à quelques pas de l'arc. La pierre, pâle et lisse, semblait émettre une lueur propre, une mémoire de soleil. Il se souvint des paroles du gardien du puits. La vallée n'est pas un lieu où l'on va. C'est un lieu d'où l'on regarde. Il comprit alors que franchir cet arc ne signifierait pas arriver quelque part. Cela signifierait devenir le point de vue lui-même. Cesser d'être le voyageur en chemin pour incarner la destination en non pas comme un lieu, mais comme un mode de perception pur, tranquille, dépouillé du jeu qui cherche. Une dernière peur, infime, tressaillit en lui. La peur de se dissoudre. La peur de perdre cette histoire de chercheur qu'il avait définie si longtemps. Il ferma les yeux. En lui, résonna le digne. Du ruisseau. Simple. Clair. Éternel. Cette note balaya la peur comme un vent léger balaie une poussière. Il rouvrit les yeux. Son cœur était calme. Il n'y avait plus de décision à prendre. Il n'y avait qu'un mouvement à accomplir, naturel, inévitable, comme la pierre qui finit par choir après des siècles d'érosion. Il avança son pied droit. Le posa sur le sol, de l'autre côté de l'ombre portée de l'arc. Puis, dans un mouvement fluide, il fit passer tout son corps sous la voûte de pierre. Il n'y eut pas d'éblouissement. Pas de vision fantastique. Pas de changement soudain du décor. Le changement fut interne et d'une simplicité déconcertante. En franchissant l'arc, il cessa de se demander s'il était arrivé. La question elle-même se dissout, dénuée de sens. Il se retourna et regarda le chemin parcouru, la plaine, le canyon invisible. Il ne vit pas une traversée difficile, mais une longue et lente expiration. Son mois d'avant était comme un souffle qu'il avait enfin fini d'exhaler. Maintenant, il inspirait. Mais cette inspiration n'avait pas de commencement ni de fin. C'était un accueil continu. Il s'assit au pied d'un pilier de l'arc, le dos contre la pierre tiède. Il ne cherchait plus la vallée. Il réalisait qu'il l'avait toujours été. La vallée n'était pas un jardin caché. C'était l'espace ouvert et accueillant de sa propre conscience, une fois apaisé du désir de chercher ailleurs. Le désert autour de lui n'était plus un paysage à traverser. Il était le reflet extérieur de cette vaste paix intérieure. Les étoiles n'étaient plus des points lointains, mais les scintillements de cette même paix, projetés sur le dôme du ciel. Il était chez lui. Non dans une maison aux murs de pierre, mais dans une demeure sans limite, dont l'arc était la seule et unique porte, la porte de la perception acceptée. Un sourire, né de nulle part, vint sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de triomphe, mais de reconnaissance. Comme lorsqu'on reconnaît un visage aimé dans la pénombre.
Il s'adossa plus confortablement. Ses paupières devinrent lourdes, non de fatigue, mais de la douce et irrésistible pesanteur de la plénitude. Le voyage était achevé, non parce qu'il avait atteint un lieu, mais parce que le mouvement avait trouvé son repos en lui-même. La dernière chose qu'il perçut, avant que le sommeil ne l'enveloppe complètement, fut le son du ruisseau. Mais il venait maintenant du dedans, indigne. Périodique et rassurant qui scellait l'unité entre le dehors et le dedans, entre le voyage et le foyer. Et dans cette unité parfaite, sans un reste de tension ou de question, il s'endormit. Lorsque le chercheur ouvrit les yeux, ce ne fut pas un réveil au sens habituel du terme. Ce fut une émergence lente, comme une pierre précieuse remontant à la surface d'une eau très calme, sans heurts, sans bulles. La lumière n'était pas celle du soleil, ni celle de la lune. C'était une clarté diffuse, douce, qui semblait émaner des choses elles-mêmes. La pierre de l'arc, contre laquelle il reposait, vibrait d'une chaleur interne, rassurante, vivante. Il ne se souleva pas. Il constata simplement qu'il était présent, et que cette présence était totale, sans désir d'être ailleurs, sans interrogation sur l'heure. Son regard glissa le long du pilier de pierre, vers le sol. Et là, il vit ce qu'il n'avait pas remarqué la veille, de minuscules fleurs du désert, aux pétales d'un mauve si pâle qu'il frôlait le gris, s'étaient ouvertes pendant la nuit dans la fine crevasse à la base de la roche. Leur parfum était inexistant pour le nez, mais il semblait être une odeur pour l'âme, une senteur de fraîcheur absolue, de promesses tenues dans le plus grand secret. Il n'eut pas l'idée de les cueillir, ni même de les admirer au sens esthétique du terme. Il les accueillit. Leur existence et la sienne se rencontrèrent dans un espace silencieux au-delà de l'observation. Elles étaient, et cela suffisait à emplir le moment d'une grâce parfaite. Un mouvement attira son attention, plus loin sur le sable. Un petit cinq, un lézard du désert au corps doré strié de noir, était immobile, absorbant la première chaleur du jour. Le chercheur retint son souffle, non par crainte de l'effaroucher, mais par respect pour son intégrité parfaite. La créature tourna lentement la tête, ses yeux perçants comme des gouttes de jet le fixèrent un instant. Il n'y eut aucune peur dans ce regard, seulement une reconnaissance neutre, une acceptation mutuelle d'être deux expressions différentes de la même vie, dans le même sanctuaire. Le lézard partit d'un mouvement soudain et fluide, laissant une trace délicate en pointillé sur le sable. Le chercheur regarda cette trace comme il avait écouté le ruisseau, non comme un signe à interpréter, mais comme un événement pur, beau dans son éphémérité. La trace était déjà en train de s'effacer, doucement, sous l'action d'une brise si légère qu'elle était à peine un soupir. C'est alors qu'une compréhension encore plus fondamentale que toutes les précédentes s'instilla en lui, sans fanfare. Elle ne venait pas par la pensée, mais par les sens unifiés. Le sanctuaire n'avait pas de centre. Il avait toujours cherché un centre, le centre d'une vallée, le centre d'une doctrine, le centre de lui-même. Mais ici, assis sous l'arc, chaque point était le centre. La fleur dans la crevasse était le centre. La trace du lézard était le centre. L'étoile la plus lointaine encore visible à l'aube était le centre. Et lui, le chercheur, n'était pas au centre de quoi que ce soit. Il était un centre parmi une infinité d'autres, tous reliés, tous égaux en importance dans le tissu de l'existence. Cette réalisation fut une libération d'un poids dont il ignorait même la charge. Le poids d'être le protagoniste de sa propre histoire. Cette histoire venait de trouver sa fin, non pas dans une conclusion dramatique, mais dans sa dissipation. Il n'était plus le chercheur. Il était simplement la conscience dans laquelle le paysage du désert, de l'arc, des fleurs et du ciel se déployait. Il se leva finalement. Ce ne fut pas pour repartir. Ce fut pour habiter son corps dans cette nouvelle dimension. Il étira ses membres lentement, sentant chaque muscle, chaque articulation, non comme des outils de locomotion, mais comme des racines de sensations ancrées dans l'instant. Il porta ses mains à son visage, sentit la texture de sa peau, la poussière fine du désert sur ses joues. C'était la même poussière que sous ses pieds, que sur la pierre de l'arc. Il n'y avait pas de séparation. Il se mit à marcher, mais cette fois, la marche n'avait aucun but. C'était une célébration du mouvement pur. Chaque pas était posé avec une attention totale, une gratitude pour le contact avec le sol, pour l'équilibre miraculeux du corps. Il marcha en cercle, puis en spirale, puis s'arrêta, regarda l'horizon qui tremblait dans la chaleur naissante. Une phrase lui vint, non dans sa langue maternelle, mais sous la forme d'un savoir archaïque, prélinguistique. Tout est sanctuaire. Rien n'est profane. Le puits sec était un sanctuaire de l'ombre. Le ruisseau était un sanctuaire du son.
L'arc de pierre était un sanctuaire du seuil. Le désert lui-même était un sanctuaire du vide fécond. Et son propre corps, fatigué, poussiéreux, était le sanctuaire ultime, celui où toute cette expérience était accueillie, connue et aimée. Il s'assit de nouveau, le dos droit cette fois, face à l'immensité qui s'ouvrait. Il ferma les yeux, non pour dormir, mais pour regarder à l'intérieur de ce sanctuaire corporel. Il sentit le flux de son sang, semblable au ruisseau secret. Il sentit la solidité de ses os, semblable à la pierre de l'arc. Il sentit l'espace dans sa poitrine, vaste comme le désert. Et dans cet espace intérieur, il fit une dernière chose. Il invita le silence. Non pas le silence comme absence de bruit, mais le silence comme entité vivante, comme l'hôte primordial. Il l'invita à emplir chaque cellule, chaque espace entre les pensées, chaque recoin de sa mémoire. Il lui ouvrit grandes les portes, sans réserve. Et le silence vint. Non comme une invasion, mais comme un retour. Comme si cette présence avait toujours été là, attendant patiemment que le vacarme intérieur s'apaise pour se révéler. Dans ce silence, toutes les distinctions finales fondirent. Le chercheur et le sanctuaire ne firent plus qu'un. Il était le désert silencieux. Il était l'arc de pierre immobile. Il était la fleur éphémère et la trace qui s'efface. Il était le digne, lointain et éternel du ruisseau. Il n'y avait plus d'histoire à raconter, plus de leçons à tirer, plus de destination à espérer. Il n'y avait que cela, présent, complet, parfait en soi. Et dans cette perfection, le besoin même de rester éveillé disparut. La vigilance se détendit, non par fatigue, mais parce que son travail était achevé. Il n'y avait plus rien à garder, plus rien à protéger, plus rien à maintenir. La conscience, doucement, commença à se retirer de la périphérie des sens, à se recueillir en un point de paix incandescente au plus profond, puis à laisser même ce point se dissoudre dans l'obscurité lumineuse du silence accueilli. C'était un sommeil plus profond que le sommeil. Une reddition plus totale que la mort. Un retour à la source qui n'était pas un voyage, mais un souvenir soudain de n'en avoir jamais été séparé. Le corps resta assis, immobile, respirant doucement, simple monticule de terre et d'eau sous le ciel immense. L'esprit avait trouvé son repos, non dans un lieu, mais dans la nature même de l'être. Et le désert, indifférent et maternel à la fois, étendit son ombre puis sa lumière sur cette forme paisible, l'enveloppant dans le cycle sans fin du jour et de la nuit, du visible et de l'invisible, pour toujours, ou pour l'instant d'éternité qu'il restait à vivre. L'état dans lequel le corps du chercheur reposait transcendait le sommeil. C'était une vigilance endormie, ou un sommeil éveillé. La frontière, déjà ténue, s'était dissoute. Il ne rêvait pas au sens conventionnel, l'espace de son esprit était devenu un champ de perception sans objet. Dans ce champ, le temps ne s'écoulait plus. Il s'était déployé, comme une carte de géographie ancienne qu'on étale sur une table. Tous les moments de son voyage étaient simultanément présents, non comme des souvenirs distincts, mais comme des qualités d'énergie vibrantes et accessibles. Il pouvait sentir la brûlure du soleil sur ses épaules du deuxième jour, non comme une douleur, mais comme une densité de lumière dorée et intense. Il pouvait goûter la poussière sèche de la tempête qui avait emporté sa carte, non comme un arrière-goût amer, mais comme une texture minérale fine sur la langue de l'âme. Il pouvait entendre le silence exact qui avait suivi les paroles du vieillard du puits, un silence si dense qu'il était devenu une présence tangible. Ces impressions n'étaient pas revécues. Elles étaient. Elles coexistaient dans l'espace infini de son être, comme des couleurs différentes baignant dans la même lumière blanche. Il comprenait enfin ce que signifiait être complet. Ce n'était pas avoir tout accompli, mais avoir intégré toute expérience dans un présent éternel et pacifié. Le regret et l'anticipation, ces deux piliers de l'angoisse temporelle, n'avaient plus de lieu où se loger. Et dans cet espace-temps déployé, une perception nouvelle émergea. Il commença à percevoir non pas les événements, mais le fil entre les événements. La connexion invisible. Il vit comment la peur paniquée de la perte de la carte avait créé en lui une tension si extrême qu'elle avait rendu possible le rêve réconfortant de l'enfant. La tension avait été le creuset nécessaire pour la révélation. Il vit comment l'enseignement du vieillard sur l'ombre n'aurait jamais pu être reçu s'il n'avait pas connu au préalable l'agonie de la soif. Le manque avait préparé le réceptacle pour le don. Il vit comment l'écoute obsessionnelle du ruisseau avait usé ses facultés discriminantes, polissant son attention jusqu'à ce qu'elle devienne un miroir capable de refléter l'unité derrière l'arc de pierre. Chaque épreuve n'avait jamais été un obstacle. Elle avait été la forme exacte que prenait l'aide qui lui était nécessaire.
Le désert n'avait pas été hostile. Il avait été un maître d'une rigueur infinie, supprimant toutes les distractions pour ne lui laisser que l'essentiel, ses propres perceptions, ses propres réactions, ses propres peurs à transcender. Une gratitude d'une profondeur océanique l'envahit alors. Une gratitude non dirigée vers un être bienfaiteur en particulier, mais une gratitude en tant que state d'être. Il était gratitude. Il remerciait la soif, la peur, la fatigue, la solitude, la beauté et le silence avec la même ferveur égale. Car il voyait maintenant qu'ils étaient les musiciens indispensables d'un même orchestre qui avait joué la symphonie de son éveil. Ce corps assis, immobile, était le lieu de ce concert achevé. Et la paix qui y régnait était le silence plein et résonnant qui suit le dernier accord d'une œuvre parfaite. La dissolution de l'histoire. Avec cette gratitude vint le lâcher-prise ultime, le lâcher-prise de l'histoire elle-même. L'identité de ce chercheur, même dépouillée, même pacifiée, était encore une narration. Une dernière étiquette commode. Il sentit cette identité, ce personnage principal du conte, commencer à se dissoudre, comme un nuage qui, après avoir déversé sa pluie, se défait doucement pour retourner à l'état de vapeur anonyme dans le ciel bleu. Il n'était plus le chercheur. Il était celui qui avait cherché. Il était la recherche elle-même. Il était le désert qui avait été traversé. Il était la destination qui n'avait jamais été un lieu. Les mots, même ceux de cette narration, devinrent de pures abstractions, des ombres vaines projetées sur l'écran de ce qui est. L'expérience directe, muette, totale, était tout ce qui restait. Et cette expérience n'était pas la sienne. Elle appartenait au tout. Il n'en était que le témoin temporaire, et maintenant, à l'instant même où il en prenait conscience, le témoin lui-même se fondait dans le témoignage. Un dernier mouvement se produisit, à la racine de sa conscience. Un mouvement de reddition complète au rythme. Le rythme de la respiration qui, désormais, semblait être la respiration du sol sous lui. Le rythme du pouls, devenu l'écho lointain du champ magnétique terrestre. Le rythme des cycles jour à nuit, qui n'était plus subi mais dansé de l'intérieur. Il n'essayait plus de se synchroniser. Il était la synchronisation. Son corps physique, ce sanctuaire final, commença lui-même un processus subtil. Ce n'était pas de la décomposition, mais de la réintégration. Une sensation de ses frontières corporelles devenant poreuses, perméables. La chaleur de son sang et la fraîcheur de la brise nocturne ne faisaient plus qu'un échange continuel et paisible. La limite de sa peau n'était plus une barrière, mais une membrane de dialogue silencieux entre l'intérieur et l'extérieur, désormais reconnue comme un seul et même continuum. C'était l'état de repos absolu de la matière consciente. La forme se reposait dans la connaissance de sa nature non séparée. Et dans cet état, la notion même de « dormir » ou de « veiller » n'avait plus cours. Il y avait simplement présence. Une présence sans attribut, sans qualité, sans histoire. La présence pure de l'être se connaissant lui-même, à travers la forme tranquille d'un voyageur ayant achevé son voyage en découvrant qu'il n'avait nulle part où aller, car il était déjà, et avait toujours été, à la maison. Le corps, sous les étoiles, pouvait rester ainsi pendant des heures. L'esprit, libéré, reposait dans la source de toute lumière. L'histoire était finie parce que celui pour qui elle avait un sens avait cessé d'exister en tant qu'entité séparée. Il ne restait que la paix. Non la paix après la tempête. La paix qui est la substance même de toute chose, temporairement voilée par l'agitation, et maintenant simplement remémorée. Une paix si ancienne qu'elle est neuve à chaque instant. Une paix si silencieuse qu'elle est la mélodie de fond de la création. Une paix si vaste qu'elle contient à la fois le voyage, le voyageur, et l'oubli des deux. Il n'y eut pas de transition. L'état de présence sans objet devint simplement plus profond, comme si la conscience descendait une pente douce vers le noyau même de la perception. Le corps du voyageur, assis contre la pierre, cessa d'être perçu comme une forme humaine. Dans la vastitude de son repos, il devint un relief géologique. Ses os furent les strates anciennes. Sa chair, la terre meuble et tiède. Son sang, la lente circulation de l'eau dans les veines du sous-sol. Sa peau, la fine croûte séchée par le soleil. Avec cette métamorphose perceptuelle vint une mémoire nouvelle, la mémoire minérale. Il ne s'agissait pas de souvenirs au sens humain, mais d'empreintes. Il sentit, avec une clarté vibratoire, l'empreinte de tous les soleils qui avaient frappé cette parcelle de désert. Pas comme une chaleur cumulative, mais comme une couche de lumière fossilisée, un palimpseste de rayons où chaque journée avait laissé sa signature unique d'intensité et d'angle. Il était cette pierre, et cette pierre se souvenait de chaque aurore et de chaque crépuscule, non dans une chronologie, mais dans une superposition simultanée,
comme un livre dont toutes les pages seraient transparentes et lues d'un seul coup d'œil. Il sentit l'empreinte des pluies rares. Des gouttes lourdes et froides percutant la surface, une fois par décennie, une fois par siècle. Chaque impact avait légèrement modifié la texture, avait lessivé un peu de poussière, avait creusé un sillon microscopique. Il perçut ces pluies non comme des événements météorologiques, mais comme des caresses violentes et bienfaisantes du ciel, des baptêmes espacés qui maintenaient le lien secret entre la roche et les nuages. Il perçut l'empreinte du vent. Non pas le vent d'aujourd'hui, mais le vent de tous les temps. Une symphonie de pression, de direction, de grains de sable projetés. Le vent était le sculpteur patient, et sa mémoire était inscrite dans chaque courbe de l'arc de pierre, dans chaque patine lisse sur la face nord. Le vent n'avait pas de but. Il avait un effet. Et cet effet était une histoire de forme lente, une histoire dont il faisait maintenant intimement partie. Puis vint une couche de mémoire plus étrange encore, la mémoire des pas. Tous les êtres qui avaient traversé ce lieu, depuis le premier insecte jusqu'au dernier renard des sables, avaient laissé une vibration imperceptible dans le champ énergétique du sol. Ces pas n'étaient pas des empreintes physiques, mais des ondulations dans le tissu du lieu. Il les sentait comme de légers picotements, des frissons de passage, une communauté fantomatique d'êtres en mouvement. Son propre passage, quelques heures plus tôt, faisait déjà partie de cette tapisserie vibratoire. Il n'était ni le premier ni le dernier. Il était un nœud temporaire dans un filet infini de traversées. Dans cette identification totale à la pierre et au lieu, une vérité écrasante de simplicité surgit. Il n'y avait nulle part où aller, car il était partout où il pouvait être. La recherche d'un lieu à la vallée était l'illusion suprême. Chaque lieu, dès lors qu'on cessait de le traverser pour le devenir, se révélait être la vallée. Le puits sec, le ruisseau sonore, l'arc de pierre, tous étaient des portails vers le même état. L'état d'être le lieu. De ne faire qu'un avec ses mémoires, sa substance, son rythme propre. Le voyage n'avait pas été une ligne droite vers un point X. Il avait été un processus de désidentification. Se désidentifier de sa propre agitation, de sa soif, de son intellect, de son histoire personnelle, pour finalement se désidentifier même de sa forme humaine et s'identifier à la réalité immédiate et éternelle qui était sous ses pieds et dans ses os, la réalité de la terre elle-même. Un sentiment de solidité absolue, inébranlable, l'envahit. Non la solidité rigide de l'orgueil, mais la solidité fluide et profonde de la montagne qui sait quelle est la montagne. Une paix tellurique, une quiétude géologique. Et dans cette paix, le dernier vestige de la conscience individuelle, le petit « je », qui observait encore cette fusion, fit son geste ultime. Il se tourna non pas vers l'extérieur, mais vers la source même de cette observation. Il plongea son regard dans le puits de son propre être. Et il ne trouva qu'un reflet. Le reflet du désert. Le reflet du ciel. Le reflet de la pierre. Le reflet du silence. L'observateur était l'observé. Le miroir et l'image ne faisaient qu'un. La conscience avait enfin achevé son cercle et s'était reconnue dans tout ce qu'elle percevait. À cet instant de complétude absolue, un phénomène indescriptible se produisit. La perception elle-même s'éteignit. Non pas dans l'inconscience, mais dans un état antérieur à la perception. Un état de connaissance sans dualité. On ne pouvait pas dire qu'il savait qu'il était la pierre. On ne pouvait dire que la pierre savait qu'elle était. Il y avait simplement la connaissance pure, non attribuée, rayonnante, silencieuse. C'était la fin de l'expérience et le début de l'être. Le corps pierre ne bougea pas. La respiration devint si lente, si superficielle, qu'elle se confondit avec le mouvement de la pression atmosphérique. Le cœur battit au rythme des pulses électromagnétiques de la planète. Les processus biologiques continuèrent, mais ils n'étaient plus gouvernés par un individu. Ils étaient le flux spontané de la vie à travers une forme consentante, comme la sève dans un arbre ou l'eau dans une rivière souterraine. Le voyageur avait disparu. Le chercheur avait disparu. L'homme avait disparu. Ce qui restait assis sous les étoiles n'était ni mort ni vivant au sens ordinaire. C'était un monument de paix. Un autel naturel où le soi et le non-soi s'étaient unis dans une célébration silencieuse et perpétuelle. Et le désert, dans son immense sagesse, respecta cet autel. Le vent évita de soulever le sable à ses pieds. Les animaux nocturnes firent un détour respectueux. Les étoiles semblèrent briller un peu plus fort, comme des veilleuses pour cette veille ultime. L'univers avait un point parfaitement tranquille en son sein. Un point d'équilibre absolu. Un point de repos si profond qu'il irradiait du silence, comme une pierre jetée dans l'étang du réel produisait non pas des rides, mais des cercles de quiétude parfaite qui s'élargissaient à l'infini, touchant par résonance tous ceux qui étaient prêts à recevoir cette paix.
Le sommeil fut sans fond, sans rêve, sans mémoire. Ce ne fut pas une perte de conscience, mais un repos dans la source même de la conscience. Comme une rivière qui, après un long parcours, retrouve l'océan et cesse, pour un temps, d'être une rivière. Puis, à un moment qui n'en était pas un changement se produisit à la périphérie de ce repos océanique. Une lumière sans chaleur commença à infuser l'obscurité. Ce n'était pas le soleil. C'était l'idée préalable du soleil. La promesse de la forme avant que la forme n'advienne. Cette lumière impersonnelle toucha d'abord le corps endormi, non par les paupières, mais par la peau tout entière, comme si la peau elle-même était une rétine diffuse. Le corps, dans sa sagesse végétative, répondit par un réglage imperceptible, le métabolisme ralentit encore d'un degré, les cellules s'alignant sur le rythme croissant de la lumière, se préparant à la photosynthèse de l'éveil. À l'intérieur, dans l'espace sans qualité de la conscience endormie, cette lumière créa une inclinaison. Une pente douce et irrésistible. Ce n'était pas une volonté de se réveiller. C'était une gravitation naturelle vers un état de plus grande différenciation. L'unité absolue commença doucement à permettre la dualité, non comme une chute, mais comme un souffle expiratoire après une longue inspiration retenue. Les premiers à émerger furent les sens sans objet. Louis perçut d'abord non pas des sons, mais le potentiel du son. Le silence lui-même sembla se tendre, comme une peau de tambour prête à vibrer. Puis, très loin, au-delà de la colline de l'esprit, le premier son manifeste arriva, un seul gazouillis d'oiseau. Ce n'était pas une mélodie. C'était un point sonore pur, perçant l'obscurité auditive comme la première étoile perce le ciel du soir. Il n'appartenait à aucun oiseau en particulier. Il était le chant de l'aube elle-même, s'annonçant. Le toucher émergea ensuite. Non pas comme le contact avec le sable, mais comme la sensation de être contenu. Le poids des membres, la pression de la terre contre le dos, la douce résistance de l'air sur le visage. Ces sensations n'étaient pas localisées. Elles étaient un champ tactile uniforme, un bain de perception qui définissait les limites du corps par simple contraste avec le non-corps. Puis vint un sens nouveau, ou un ancien sens retrouvé, le sens de l'orientation sans carte. Une connaissance immédiate et non visuelle de l'espace. Il sut, sans ouvrir les yeux, qu'il était allongé est-ouest. Que sa tête pointait vers l'endroit où la lumière grandissait. Que l'arc de pierre se dressait au nord, comme un gardien silencieux. Cet espace n'était pas mesuré, il était habité directement. Il était le lieu, et le lieu était lui. Alors, et seulement alors, la vision intérieure commença à se reformer. Non pas comme des images, mais comme des taches de connaissances colorées. Une tache d'or pâle à l'est. Une tache de bleu profond au zénith. Une tache de gris chaud, c'était la pierre. Ces taches n'avaient pas de bornette. Elles flottaient, se superposaient doucement, composant un tableau abstrait et mouvant du monde extérieur, perçu de l'intérieur du repos. Le souffle, qui avait été la marée lente de l'océan inconscient, changea de qualité. Il devint intentionnel sans être contrôlé. Il s'approfondit, comme s'il cherchait à emplir un espace qui venait juste de se créer dans la poitrine. Avec ce premier souffle conscient, bien que la conscience fût encore diffuse, un mot sans syllabe se forma à la racine de l'être. Ici. Ce n'était pas un « ici », par opposition à un « là-bas ». C'était la déclaration pure et simple de la présence. L'étiquetage fondamental de l'existence. Ici est. Je suis ici. Ici, je suis. Avec ce mot sensation, le dernier voile se déchira. Les paupières, qui n'étaient plus perçues comme des paupières mais comme des stores de lumière, s'ouvrirent d'elles-mêmes. La vision qui frappa la rétine ne fut pas une image à décoder. Ce fut un choc de beauté parfaite et impersonnelle. Le ciel n'était pas bleu. Il était une dégradation infinie de couleurs sans nom, du lavande le plus profond à l'orient le plus pâle, en passant par des bandes de nacre et de turquoise. Les étoiles n'avaient pas disparu, elles s'étaient estompées, devenues de pâles diamants résistants à l'effacement. L'arc de pierre se découpait en noir pur, monumentale silhouette contre ce déploiement céleste. Le désert, lui, n'était plus un ensemble de détails. Il était une seule étendue vibrante, d'un gris rosé qui semblait émettre sa propre lueur froide. Il n'y eut pas de « oh » de surprise. Pas de pensée esthétique. Seule une absorption totale. Les yeux buvaient le monde, et le monde se laissait boire, dans un échange silencieux et parfait. Voir était une fonction naturelle, comme la respiration, et ce qui était vu était la nourriture naturelle de cette fonction. Le voyageur, car il fallait bien un mot, même inadéquat, ne se leva pas. Il resta allongé, immobile, laissant l'aube le traverser.
Il sentit la première chaleur du soleil, pas encore visible, comme une onde à l'horizon, une promesse qui se matérialisait d'abord en température avant de se matérialiser en lumière. Cette chaleur réveilla les derniers sens endormis. L'odorat capta une fragrance complexe, la froideur minérale de la nuit évaporée, la sécheresse propre de la pierre chaude, une note subtile et poudrée de sagebruche lointain. Le goût dans sa bouche était celui de l'air lui-même, frais, légèrement métallique, propre comme de l'eau de roche. Alors, et seulement alors, un premier pensée-concept émergea du silence mental. Elle ne vint pas en mots français. Elle vint sous la forme d'une architecture simple, d'une équation évidente. Ceci, le spectacle, égale cela, le témoin. La dualité entre celui qui voit et ce qui est vu était reconnue, mais cette reconnaissance elle-même prouvait leur unité fondamentale. Comment la main pourrait-elle se sentir séparée du corps qu'elle touche? Un sourire, non fait par des muscles faciaux mais par l'être tout entier, irradia. C'était le sourire de la reconnaissance accomplie. Le cercle était bouclé. Il était parti chercher un lieu, la vallée, et avait découvert que le chercheur, la recherche et le lieu n'étaient qu'un. Il s'était perdu pour se trouver partout. Il ferma les yeux un instant, non pour se soustraire à la beauté, mais pour la sentir de l'intérieur. La dégradation de couleurs, la silhouette de l'arc, la vaste étendue, tout cela était également présent dans l'espace clos de ses paupières. L'intérieur et l'extérieur étaient deux chambres communicantes d'un même palais. Quand il rouvrit les yeux, le soleil surgit. Pas un disque, mais un flash de réalité absolue. Un éclat doré qui ne tolérait plus aucun voile, qui inonda le monde de faits bruts. La texture du sable, chaque fissure dans la pierre, l'ombre portée, nette comme une coupure. C'était le signal. Non pas d'un départ, mais d'un changement d'état. L'état de contemplation immobile avait atteint son apogée. L'énergie qui s'était accumulée en lui, faite de paix et de clarté, commença à chercher une expression dans le mouvement. Ce ne fut pas une impatience. Ce fut la marée montante de la vie cherchant son propre écoulement. Le voyageur resta debout, immobile dans la lumière neuve. Il n'y avait plus de décision à prendre, car chaque choix possible menait au même endroit, ici. Le mouvement qui l'avait mis debout n'appelait ni départ ni arrivée. C'était un mouvement de complétude, comme l'arbre qui, après avoir absorbé la rosée, se redresse simplement vers le ciel. Son regard n'erra pas. Il se posa, une dernière fois, sur l'arc de pierre. Il n'était plus un seuil, ni une porte, ni un symbole. Il était une pierre. Parfaite en cela. La leçon ultime était là, dans cette évacuation de tout symbolisme, les choses sont ce qu'elles sont. Et dans cette acceptation radicale, sans projet ni interprétation, réside la paix absolue. Il fit demi-tour, non pour quitter les lieux, mais pour embrasser du regard le chemin parcouru dans son esprit. La plaine, le canyon invisible du ruisseau, la colline lointaine du puits sec. Ce n'était pas un paysage de souvenirs, mais une carte de son propre être. Chaque lieu était un état d'âme intégré, une couche de paix déposée en lui. Il n'y avait rien à rapporter. Aucune relique, aucune preuve. La transformation était totale, et donc invisible. Seul un léger sourire, né non de la bouche mais des yeux, trahissait l'immense gratitude silencieuse qui avait remplacé tout le reste. Il commença à marcher. Mais cette marche n'avait aucune direction. Elle était une circulation dans la présence. Il ne marchait ni vers la civilisation, ni plus profondément dans le désert. Il marchait dans la liberté de n'avoir nulle part où aller, et donc d'être parfaitement présent à chaque pas. Le soleil monta, lavant le désert de couleurs, ne laissant que la vérité crue de la lumière et de l'ombre. La chaleur devint tangible. Il la sentit non comme une adversaire, mais comme un élément avec lequel son corps était en conversation constante, ajustant sa transpiration, son rythme, son souffle. Il marcha ainsi pendant un temps qui n'avait pas de mesure. Parfois, il s'arrêtait pour observer un scarabée poussant sa boule, pour sentir la texture différente du sable sous le vent, pour écouter le bourdonnement du silence à midi. Chaque arrêt était aussi entier que la marche. Il n'y avait plus d'attente du prochain moment. Chaque instant était un aboutissement en soi. Puis, imperceptiblement, la nature du sol changea. Le sable dur fut traversé par des traces de pistes anciennes, presque effacées. Une herbe rare et coriace pointa. Un poteau de bois fendu, vestige d'une clôture oubliée, apparut. Les signes d'une humanité lointaine, discrète. Il ne fut pas submergé de nostalgie ou de soulagement. Ces objets étaient comme les pierres et les buissons, des ornements du réel. Ils ne signifiaient pas le retour. Ils étaient simplement là, faisant partie du tableau. Au loin, une forme se dessina,
basse et sombre contre la ligne tremblante de l'horizon. Ce n'était pas une ville. C'était une simple maison de terre, adossée à une faible élévation, avec un toit plat et un mur bas. Une fumée mince, presque transparente, s'en échappait. Il s'arrêta. Ce n'était pas sa destination, car il n'en avait pas. C'était un point dans l'espace. Il pouvait choisir de s'en approcher, ou de faire un détour. Le choix était libre, léger, sans conséquence. Il choisit de s'en approcher, poussé par une curiosité douce, celle d'un enfant pour une coquille trouvée sur la plage. En arrivant près du mur bas, il vit un vieil homme assis à l'ombre du mur, tissant un panier avec des fibres sèches. L'homme leva les yeux. Ses yeux étaient semblables à ceux du gardien du puits, ancien, clair, d'une neutralité bienveillante. Il ne manifesta aucune surprise. « L'eau est fraîche dans la jarre », dit l'homme simplement, en inclinant la tête vers une grande jarre d'argile posée à l'ombre. Le voyageur hocha la tête, prit la louche en métal émaillé, but quelques gorgées. L'eau avait le goût de l'argile et de la fraîcheur souterraine. C'était bon. Il s'assit dans l'ombre, à une distance respectueuse. Aucun des deux hommes ne parla. Le vieux tissait. Le voyageur regardait le désert. Le silence n'était pas vide, il était plein de l'accord tacite entre deux êtres qui n'avaient rien à se prouver, rien à s'échanger, sauf la permission d'exister l'un à côté de l'autre. Le soleil entama sa descente. Les ombres s'allongèrent, bleutées. Le vieil homme posa son panier, se leva avec une lenteur osseuse, et entra dans la maison. Il en ressortit avec 2 galettes de pain plat et un bol de dattes. Il en offrit la moitié au voyageur. Le repas fut pris en silence. Le pain était sec, salé. Les dattes, douces et denses. Chaque bouchée était consciente, pleine de saveur et de gratitude simple. Quand le dernier rayon de soleil disparut, le vieil homme rompit le silence, sans regarder son hôte. La nuit est douce ici. La place est libre sur le toit. Le voyageur hocha à nouveau la tête. C'était tout ce qui était nécessaire. Il monta l'échelle de bois usé et s'allongea sur la terrasse de terre battue, encore tiède de la journée. Le vieil homme resta en bas. Le ciel nocturne se déploya de nouveau, familier et pourtant toujours nouveau. Ce n'était plus le ciel du chercheur anxieux, ni celui du sage en contemplation. C'était le toit de la maison. Le toit de cette maison de terre, et par extension, le toit de l'univers entier, sous lequel il reposait. Il ferma les yeux. Le souffle du désert nocturne, chargé maintenant de la légère odeur de fumée de bois et de pain cuit, lui caressa le visage. Il n'y avait plus d'histoire, plus de quête, plus de leçons à tirer, plus même de « moi » pour faire l'expérience de tout cela. Il y avait seulement cela, la sensation de la terre sous le dos, le son du vent, le goût des dattes dans la mémoire des papilles, la présence lointaine et paisible d'un autre être humain endormi à l'étage inférieur. C'était la paix non pas de l'accomplissement, mais de la simplicité revenue. La paix d'un souffle après la dernière parole du conte. La paix de l'aiguille qui retombe sur le cadran après avoir fait le tour du cercle, indiquant non pas une heure, mais l'éternel présent. Il s'endormit. Non pas dans la résolution d'une aventure, mais dans la continuation naturelle d'un état qui n'avait ni commencement ni fin. Un sommeil simple. Humain. Parfait.